Et c'est l'heure de notre conseil bourse avec Franklin Pichard. On précise que cette émission a été enregistrée vendredi dernier, lundi de Pentecôte oblige. Franklin, bonjour. Oui, bonjour Thomas. Alors, vendredi, on est en plein dans le rebond de l'euro. On constate cette forte hausse. C'est quoi? C'est un tour de magie? C'est une sorte de tour de magie, effectivement. On avait frôlé les 21-22, on est à 25 aujourd'hui, avec des magiciens. Ces magiciens, c'est un peu la Chine, c'est la Suisse et la BCE. Ce sont les rumeurs des jours précédents sur le marché. Pourquoi ils interviennent comme ça pour nous aider, pour sauver l'euro? Eh bien, c'est pas par philanthropie non plus. Je pense que la Chine, c'est quand même aussi une façon pour eux d'éviter la surchauffe de leur monnaie. Et puis, pour la BCE, c'est aussi intervenir et remettre un petit peu de confiance dans le marché. Alors, dans ces querelles autour de l'euro, il y a les déclarations allemandes qui pèsent beaucoup, qui pèsent lourd finalement, on sent dans la perception des investisseurs. Oui, la chancelière et les déclarations, là-dessus, déclaration de Christine Lagarde, déclaration de Jean-Pierre Jouyet, déclaration de Dominique Strauss-Kahn. On a l'impression que les marchés n'ont jamais autant scruté finalement les politiques. D'habitude, les politiques, bon, ils ne les laissent pas labrer. Là, ça a de l'importance sur les cours. Là, c'est très important puisque c'est justement là-dessus que surfent les hedges. Donc, à partir du moment où ils apportent de l'eau au moulin, ça ne peut être qu'important puisque c'est ça qui guide les marchés et la baisse des marchés. C'est-à-dire qu'ils guettent toutes les dissensions dans les discours entre les uns et les autres, c'est ça ? Oui, et puis ils les alimentent en plus. Donc c'est vraiment très très vertueux pour eux. C'est une spirale à la baisse avec cette alimentation baissière. Alors autre facteur qui a pesé sur les esprits, ce sont les rumeurs d'interdiction des ventes à découvert. C'est un problème les ventes à découvert ? C'est un avantage et c'est un inconvénient. Alors parlons des avantages, effectivement, ça peut être bien perçu puisqu'on n'aura plus cette spéculation à la baisse sur le marché. En revanche, ça supprime un petit peu de liquidité. C'est très mal pris par le marché quand c'est pris de façon individuelle par un État et non pas par une communauté. L'eurozone en l'occurrence. Donc à manier avec précaution. Et en tout cas... Est-ce qu'on y va en fait? Est-ce qu'on va aller vers cette interdiction selon vous? Oui, on devrait y aller, mais là aussi, les avis sont très très divergents. Donc si on y on va y aller par les voies de travers et on n'a pas besoin de ça en ce moment. Et puis avec, pour résumer, toujours ce problème, on attend la naissance, l'hypothétique naissance d'un gouvernement économique européen pour accorder finalement le monétaire et le budgétaire. Bon, ça, on n'est pas dans le même timing entre les marchés qui sont très impatients et puis le rythme politique. On voit le rythme de glissade du marché la semaine qui vient de s'écouler. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de réponses rapides et que les tentatives faites par les différents chefs d'État, réforme de la Constitution, mesures fiscales, etc., tout ça, ce sont des décisions qui visent à rassurer les marchés, mais qui ont des effets qui ne sont pas attendus avant 2011. Alors vous notez cependant qu'il y a quelque chose qui est positif, c'est le niveau très bas des taux actuellement, en tout cas les taux français qui n'ont pas dérapé, on n'a pas été contaminé encore. Non, il y a des tas de choses très très intéressantes. Il y a 15 jours, on vous disait, et on disait au marché, attention, la Grèce aura besoin de plusieurs milliards le 19 mai. Le 19 mai, on a entendu parler de rien, l'argent était là. On vous dit ensuite, mais la France est en état de faillite et cette France aura peut-être du mal à trouver preneur sur ses prochaines émissions OAT, BATN, etc. Eh bien, on est dans des circonstances où effectivement, on a des taux qui n'ont jamais été aussi bas. Paradoxal, extraordinairement paradoxal, mais ça montre à quel point on vit des contradictions sur les marchés en ce moment. Jacques Attali sort un bouquin, alors avec le sens de la provocation, on sera tous ruinés dans 10 ans. Vous souscrivez à ce point de vue ? Non, je ne peux évidemment pas y souscrire, mais en tout cas, Jacques Attali dit quelque chose, à mon avis, vers lequel il faudra tendre, mais là aussi, on n'est pas dans une mesure court-termiste, c'est il faut fédéraliser un petit peu plus cette Europe. L'Europe, ce n'était pas simplement faire une monnaie et aligner les voies de chemin de fer pour faire passer les trains, c'est aussi aller beaucoup plus loin dans la démarche. Dernière question, Franklin. À court terme, là, cette fois-ci, on va continuer à glisser, à être chahuté ou on peut espérer, c'est le bon moment pour rentrer ? Non, dire que c'est le bon moment pour rentrer, franchement, je ne suis pas devin et je ne le ferai pas. Je ne ferai pas ce pronostic. En revanche, on peut clairement commencer à se dire qu'aujourd'hui, quand on veut rentrer dans le marché, c'est certainement un moment, pas un mauvais moment,
peut-être pas le meilleur moment, mais en tout cas, ça nous permet aujourd'hui d'affiner nos recherches et de savoir sur quel genre de titre on va aller. Donc on va aller sur des titres qui sont plutôt décorrélés de la zone euro, très présents sur des marchés dollars, donc des exportatrices, le luxe, et ça nous permet comme ça de commencer à identifier des secteurs et des valeurs sur lesquelles on peut commencer à investir. Merci Franklin, à la semaine prochaine. Merci. J'accueille maintenant Guillaume Muet. Bonjour Guillaume. Bonjour Thomas. Alors on s'est vu il y a un mois, on avait parlé ensemble de Sopra. On fait un petit suivi des recommandations. Où en est le dossier Sopra? Oui, Sopra qui a un petit peu souffert à court terme, à l'instar du marché, c'est bien normal. Justement, c'est une opportunité aujourd'hui pour nous puisque le cours qu'on avait évoqué, point d'entrée de 55 €, a été atteint hier et nous déclenchons donc des achats sur cette zone avec un objectif de rebond à moyen terme assez sensible puisque c'est un secteur qui résiste, comme vous l'avez vu, très très bien malgré la baisse actuelle. Alors voilà pour Sopra, mais on est ensemble aujourd'hui pour parler d'Audica. C'est quoi le dossier Audica? Alors Audica, c'est le leader français des centres spécialisés dans la correction auditive. Comment? Exactement, Voilà. Avec 14% de part de marché. Une société qui jouit d'une très bonne notoriété grâce à une marque reconnue, une forte implantation nationale. Depuis 2007, elle se développe également en Italie. C'est un marché qui est en croissance, on imagine pourquoi, hein, vieillissement de la population, mais j'allais dire pas uniquement, hein, les jeunes avec les écouteurs trop forts, ça fait peut-être un peu... Ce sont des clients futurs hein, pour Audica, oui, mais bien peut-être évidemment. plus tôt justement que les clients traditionnels. Exactement, hein. C'est déjà l'un des rares marchés du commerce de détail qui peut se targuer de très bons taux de croissance, y compris en période de crise, ce qui n'est pas négligeable. Les ventes ont augmenté de plus de 6% C'est-à-dire que les gens ne en rognent 2009. pas sur ces dépenses auditives? Non, effectivement, on a une génération du baby-boom qui, comparativement aux autres classes d'âge, bénéficie d'un fort pouvoir d'achat et qui a des préoccupations très fortes en termes de santé et de bien-être. Donc ces dépenses sont budgétées de leur côté. C'est pas remboursé ça? Faiblement remboursé. Il faut savoir qu'on est remboursé à peu près 200 € sur un appareillage qui va coûter 1 200 €. Donc les réductions de budget qu'on pourrait avoir à l'avenir n'impacteront pas le business. Les grands chiffres d'Audica, qu'est-ce qu'il faut retenir? Les grands chiffres d'Audica, donc ce qui est important, hein, c'est de voir qu'on a une belle publication au premier trimestre, un retour d'une croissance très dynamique, à l'instar de ce qu'on avait connu pour le deuxième semestre 2009, plus 9% au niveau des ventes au premier trimestre. C'est une année 2010 qui part sous de très bons auspices et le titre devrait bénéficier de deux impacts positifs pour le groupe, qui sont sa nouvelle stratégie de communication d'une part. C'est-à-dire? Alors, elle s'articule autour d'une nouvelle campagne de publicité, de relooking de magasins, d'un changement de logo. Est-ce que c'est une marque qui avait un peu vieilli peut-être? C'est une marque qui avait un petit peu vieilli, ou en tous les cas, le produit donnait une image un petit peu ancienne. Ouais. L'objectif, c'est de rajeunir tout ça, D'avoir un point d'entrée plus jeune, c'est-à-dire de ne pas attendre d'être vraiment sourd pour s'équiper? Exactement. On s'équipe, il faut savoir qu'on s'équipe en moyenne en France aujourd'hui à partir de 70 ans, alors que les symptômes débutent à partir de 50 ans. On a donc une base d'élargissement clientèle très importante à l'avenir. Donc nouvelle communication, ouais. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui va soutenir l'action? Le deuxième point, c'est le développement du réseau. Audica a un développement très offensif. Il souhaite l'accélérer à partir de 2010 en développant le maillage de son réseau. C'est-à-dire qu'ils vendent en direct, hein, c'est eux qui maîtrisent la distribution. Ils vendent en direct, mais ils innovent de plus en plus par l'installation de corners directement auprès de pharmaciens et des opticiens et souhaitent rejoindre rapidement la cible de 700 centres en France contre 400 actuellement. Donc à nouveau une source de chiffre d'affaires supplémentaire potentielle non négligeable. Avec un bémol, c'est finalement ceux qui équipent les audioprothésistes. La seule contrainte sur ce marché, c'est effectivement un marché... C'est le goulot d'étranglement en fait. C'est le goulot d'étranglement. C'est un marché qui est dirigé par la demande et l'offre essaie de suivre et s'adapte. La principale contrainte, c'est la formation des audioprothésistes. C'est un bon problème finalement. C'est finalement un bon problème parce qu'on imagine que les filières s'adapteront et qu'on aura de plus en plus de personnes à l'avenir. Alors on termine avec votre recommandation. Notre recommandation, c'est un objectif de cours de 30%, de 30 €, excusez-moi, par rapport à un cours actuel de 24 €. Ouais. Donc ça représente un upside de plus de 25% aujourd'hui. On passe à l'achat justement sur le titre, sur ces cours-là qu'on attendait en termes de consolidation. Donc 24 €. On termine avec la participation de cette société dans un nouveau compartiment du SRD d'Euronext. Qui fait l'actualité. Oui, qui fait l'actualité. Euronext lance un nouveau compartiment SRD qui sera long only, donc on ne pourra prendre des positions qu'à l'achat sur ces valeurs. Mais avec du levier.
avec du levier, tous les avantages du SRD sans les inconvénients, on pourrait dire. Et Audica fera partie de ce compartiment au même titre que 93 autres sociétés qui n'avaient pas accès au SRD jusqu'ici. Donc c'est à nouveau un driver très positif pour ce titre. Eh bien, merci beaucoup Guillaume de nous avoir parlé d'Audica. À bientôt. À bientôt. On retrouve Pascal Plunet. Bonjour Pascal. Bonjour Thomas. Alors, le suivi des recommandations, la dernière fois qu'on s'est croisés, on avait parlé ensemble de ST Microelectronics. Où en est le dossier? On avait passé un ordre d'achat sur repli. À l'époque, le titre était à 7 €. On s'était placé à 6,80 €. On a été exécuté. Le titre a corrigé avec le marché qui continue à baisser ces derniers jours. Mais on voit que la thématique est bonne. On est autour de 6,20 là. 6,20, 6,30. Mais la thématique est bonne. C'est une valeur dollar. Et ça sera probablement un des premiers titres à rebondir fortement avec la hausse. On garde. Tout à fait. Alors, on va parler de Nexans aujourd'hui. Oui. Nexans Quesaco. Nexans, c'est une vieille dame dont le nom n'est pas forcément très connu, mais son histoire commence en 1897 avec la création de la Société française des câbles électriques. Et la société s'est transformée tout au long de son histoire. Câble de Lyon, Alcatel Câble, et Nexans a été introduit donc par Alcatel en 2001 sur le marché. Donc le leader mondial des câbles, implanté dans le monde entier. Hein, oui, donc c'est un leader qui est implanté dans 39 pays avec une activité assez forte bien sûr sur l'Europe, historiquement, plus de 60%, mais une grosse présence à l'international, avec des pôles très diversifiés en zone géographique, on a à peu près 10-11% sur l'Amérique du Nord, 10-11% sur Asie-Pacifique, et l'équivalent, 10-11% sur Moyen-Orient, Russie, Afrique. Alors quel type de câbles sont fabriqués par Nexans? On a parlé de l'électrique à l'origine, c'est toujours le cas? L'historique de Nexans a fait que la société, ces dernières années, s'est recentrée et a fait de moins en moins de câbles pour les télécoms et de plus en plus de câbles destinés au secteur de l'énergie avec le boom de la demande énergétique et le développement de l'électricité. Donc ce sont des câbles qui sont utilisés dans le ferroviaire, dans le secteur nucléaire et aussi même dans la pétrochimie, les câbles ombilicaux qui partent des bateaux pétrochimiques pour aller sur les zones sous-marines. Est-ce que c'est un business, enfin pour moi un câble c'est assez simple, ça semble simple en tout cas, est-ce qu'il y a de l'innovation dedans? Est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée à fabriquer des câbles? Ah oui, il y a de la valeur ajoutée parce que déjà il faut des compétences techniques et là Nexans détient des records, il faut des câbles de plus en plus longs, de plus en plus profonds et là Nexans a vraiment une innovation très forte. En plus, ce sont quand même des câbles qui sont présents dans la nature et avec les nouvelles contraintes environnementales, Nexans développe et récemment a créé, innové un nouveau câble Ypron où on essaye d'enlever le plomb qui pollue dans la nature. Et alors pourquoi Nexans retient votre attention maintenant là? Pourquoi vous vous intéressez tout d'un coup, pourquoi cette valeur vous intéresse? Alors tout d'un coup, c'est pas tout d'un coup parce que ça fait longtemps qu'on la regarde, on connaît très bien cette valeur. Par contre, 1897, vous l'avez rappelé. On avait regardé cette valeur bien sûr depuis très longtemps. En début d'année, on a vu qu'il y avait un peu d'engouement et peut-être un peu trop d'optimisme des analystes. La marge a clairement déçu, elle était attendue au moins comme l'année dernière à 5,3%. Elle est ressortie à 4%. Donc c'est vraiment, ça a été une grosse déception, en plus bien sûr de ventes un peu décevantes. Mais si on regarde un petit peu plus loin que le marché actuellement, parce que le titre a quand même bien corrigé depuis cette publication. Nexans, sur le graphique. Hein. Oui, tout à fait. On est passé de 65 € à 50 €. Pardon. Nexans nous dit dans sa publication s'attendre quand même à un rebond très fort de son activité sur le deuxième trimestre, avec des signes de reprise dans l'industrie, dans les réseaux télécoms et aussi dans le bâtiment en Amérique du Nord, qui a été un marché compliqué avec la crise de l'immobilier aux États-Unis. Il y a d'autres leviers très intéressants. À partir de 2011, en 2011 et 2012, Nexans va bénéficier de la mise en service de contrats sur des câbles spéciaux, qui sont des câbles haute tension et des câbles sous-marins. Et c'est sur ces câbles-là que Nexans fait le plus de marge. Donc sa marge va mécaniquement remonter. Et puis, une dernière chose aussi qui est très importante, dans le secteur, c'est certainement la société qui a la meilleure situation financière. Ça va lui permettre de continuer à faire ses acquisitions sur des tailles moyennes et à développer, toujours consolider ses positions à l'international qui sont déjà très fortes. Alors, la recommandation pour finir? On est à 50 €, on a des petites incursions en dessous de 50 €, 48, 49. On peut acheter maintenant et on vise 60 € à moyen terme. Merci Pascal. À bientôt. Merci à vous.